Voilà, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau Monique, sans Michel qui n'a pas pu venir ce soir. Mais Monique et Michel sont venus depuis très longtemps, depuis vos premiers livres. Pas le premier, mais les tout premiers, nous parler d'un monde qu'on ne connaît pas en fait. Le monde de la grande bourgeoisie, des affaires, des grandes fortunes. Et je dois dire que Monique et Michel nous ont quasiment tout appris sur ce monde, sur ses valeurs, entre guillemets, ses valeurs mobilières aussi, qui comptent beaucoup, sa forme de culture, ses centres d'intérêt, et surtout sa capacité à se mobiliser pour défendre justement ses valeurs mobilières et immobilières. Et la dernière fois que Monique et Michel sont venus, c'était pour nous parler d'un lieu très précis, le bois de Boulogne, mal connu des Parisiens, parce qu'on voit le bois, on voit des reportages à la télévision sur la prostitution, mais pas du tout, on ne voit pas du tout l'appropriation de l'espace public par un certain nombre de personnes qui se trouvent être justement des personnes extrêmement fortunées. Donc voilà, la dernière fois on avait procédé sous forme de dialogue. D'ailleurs j'étais pas au courant, j'avais oublié que c'était un dialogue, donc j'ai dû improviser complètement. Cette fois-ci aussi on va procéder sous forme de dialogue, donc je vais m'asseoir, pas avoir une position dominante par rapport à parce que moi je ne peux pas me lever parce que c'est tout est voilà, calé. Tout est calé comme ça. Je vais commencer par une interpellation de quelqu'un qui n'est pas là, qui ne nous connaît pas encore. Quand on a fermé les locaux mercredi dernier avec Christophe Barret, un jeune homme, un trentenaire bien mis, nous a interpellés en regardant l'affiche qui annonçait la réunion de ce soir, en nous disant « Vous croyez vraiment que Macron n'est que le président des ultra-riches ?» Alors on a répondu que si vous voulez se renseigner, vous pouvez venir écouter. Et là vous le reconnaissez il se trouve, pas alors pas du tout, il n'est pas là, ou alors il lève la main. Mais c'est un garçon qui travaillait dans la banque, petit-fils d'un tirailleur marocain qui avait fait l'Italie et les Vosges, enfant du quartier, et tout à fait acquis aux idées libérales. Alors, bon, on a discuté, il connaissait Sapir, il connaissait bien ce que je vais parler de l'euro, des questions financières, monétaires, etc. Il connaissait très très bien tout ça et on a discuté un petit moment. Voilà, donc il y avait déjà la réserve, la critique de ce jeune homme qui travaille dans la banque, ou qui est banquier, je ne sais pas exactement, et sa question en fait est pertinente. Est-ce que Macron est seulement le président des ultra-riches? On vient de voir une élection européenne, il s'est investi considérablement à la tête de son parti et finalement il recueille des millions de suffrages qui ne sont pas seulement les suffrages des ultra-riches. Donc pourquoi réduire Macron à cela? Monique. Alors, c'est une bonne question, mais à laquelle je vais donner ma réponse. Et donc, on avait déjà publié, si vous vous en souvenez, Le président des riches, et en 2010, c'était au sujet de Nicolas Sarkozy. Et là, on a mis le président des ultra-riches pour deux raisons. Pour d'une part montrer que les cadeaux fiscaux qui ont été faits dès son arrivée à l'Élysée ont été beaucoup plus importants que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy qui nous coûtait à peu près 1 milliard d'euros par an. Là, on est passé à des dizaines de milliards d'euros par an si l'on ajoute la suppression de l'ISF. En supprimant l'ISF, il a supprimé les valeurs mobilières de l'ISF puisqu'il a créé un nouvel impôt sur l'immobilier. Et le problème, c'est bien le président des ultra-riches, c'est que les valeurs mobilières, plus on est riche, plus le pourcentage
des valeurs mobilières dans la constitution des patrimoines est élevé. Autrement dit, pour les 100 plus riches de l'ISF, nous, je crois qu'on en avait déjà parlé ici, on avait eu un très bon contact, enfin on avait eu l'occasion de rendre un petit service à Laurent Fabius, et du coup, un jour on s'était dit, quand il était ministre de l'économie après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, ben tiens, on pourrait lui demander qu'il nous donne accès aux fichiers des 100 plus riches de l'ISF. Alors on lui avait écrit une belle lettre à laquelle il avait répondu très gentiment qu'il était bien d'accord, que bien entendu nous n'aurions pas nous personnellement accès aux fichiers puisque c'est garanti sous secret fiscal, mais qu'on allait aller travailler à la DGI, qu'il avait envoyé son feu vert et que les gens de la DGI, les fonctionnaires de la DGI, seraient chargés de répondre à nos questions. Et c'est eux qui traiteraient les fichiers et tout ça. Et donc, du coup, on peut vous assurer que pour les 100 plus riches de l'ISF, donc c'était en 1999, et les choses ne se sont pas arrangées depuis de ce point de vue-là, eh bien, les valeurs mobilières représentaient déjà 97% du patrimoine des 100 plus riches de l'ISF. C'est-à-dire, c'est des niveaux d'une telle richesse que ça ne peut même pas se convertir en château, en yacht. Les 2%, les 2 ou 3% leur permettent d'avoir un niveau de vie dans le monde de la terre, de l'économie réelle, tout à fait fantastique. Alors donc, en supprimant les valeurs mobilières de l'ISF, en supprimant l'ISF au profit de l'IFI, il a rendu en fait un cadeau aux plus riches, qu'il a tout de suite confirmé en créant ce qu'il a appelé la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, parce que l'ISF, ça élimine le stock des valeurs mobilières, ce qui constitue, ce qui est solidifié dans un patrimoine. Et puis, mais ce stock, qui est tellement important en millions et en millions d'euros, chaque année, il produit lui-même des millions et des millions d'euros de revenus du capital. C'est le flux. Et les revenus du capital, jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, étaient imposés au même titre que les salaires de 14 à 45%. Et là, maintenant, il a supprimé la solidarité en supprimant l'ISF, il a supprimé la progressivité en créant cette flat tax, ce forfait unique qui est inférieur, il est à 12,8%, c'est-à-dire qu'il est inférieur de manière forfaitaire, que vous soyez Bernard Arnault, François Pinault ou vous, si vous aviez quelques actions de côté, vous seriez imposés tous de la même façon à 12,8%, c'est-à-dire de manière inférieure à la première tranche d'impôt de fait où on paye des impôts. Parce que je sais qu'il y a des dégrèvements avant, mais la première tranche d'impôt, c'est 14%. Alors ensuite, il y a tout ce que vous connaissez. Le CICE, cette année, ça nous coûte presque 40 milliards d'euros. C'est 20 milliards d'euros par an. Le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards. Tout ça, le pacte de responsabilité, toutes ces choses qui ont été mises en œuvre par Macron, c'est lui qui a fait toute la politique de l'offre de Hollande. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un type hors système du tout. C'est un enfant du sérail. Et on l'a appelé le président des ultra-riches, donc par la quantité de ces cadeaux incroyables, qu'on va payer très cher pour rembourser, puisque le déficit se construit avec tout ce que les riches ne payent pas, puisque on estime aujourd'hui à 100 milliards d'euros qui manquent dans les recettes fiscales de l'État chaque année. Enfin, c'est même pas une estimation. Ce sont les inspecteurs des impôts qui, en faisant les contrôles, établissent le montant de la fraude fiscale. Donc c'était 80 milliards d'euros il y a 2 ou 3 ans, et là, ils sont passés à 100 milliards. Et de notre point de vue, c'est beaucoup sous-estimé. Mais ces 100 milliards d'euros, ça, c'est revenu sur tous les ronds-points dès que les gilets jaunes ont surgi.
Et c'est devenu populaire de savoir qu'il manquait 100 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le déficit. Et du coup, Macron a mis en œuvre ce qu'on appelle la politique de l'erreur, ce qu'il appelle la politique de l'erreur, le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il a changé assez brutalement, complètement la politique du contrôle fiscal. Il n'y a plus de contrôle fiscal, il y a une politique d'accompagnement. Et cette politique d'accompagnement, elle va être évidemment très favorable aux camarades de classe, parce qu'on accompagne d'autant mieux les gens qu'on s'en sent proche, qu'on est amis et qu'on partage les mêmes beaux quartiers, les mêmes valeurs et les mêmes camarades. Première raison, ultra riche par la quantité. Deuxième raison, ultra riche par la violence de classe, qui, on ne s'en rend pas compte quand on vient comme ça, qu'on a sa vie, mais sa vie normale, on ne se rend pas compte que la violence de classe s'aggrave avec chaque nouveau président de la République. Et là, on est passé à un niveau nettement supérieur. Et comme il nous taxe d'ultra-gauche, qu'il taxe les gilets jaunes d'ultra-violents, enfin ultra-violents, c'est toujours ultra, on s'est dit qu'après tout, on allait le taxer d'être un ultra, d'avoir une politique, à la faveur des ultra-riches. Voilà. Alors, on en reste au titre. Ça peut vouloir dire deux choses, le président des ultra-riches, ou bien qu'il est lui-même un ultra-riche choisi par ses pairs, ou bien qu'il n'est pas un ultra-riche et qu'il a été invité à présider de la façon que l'on sait. On a l'impression, en lisant votre livre, et même quasiment la certitude, que lui-même, c'est quand même assez modeste. Vous décrivez par rapport justement aux grandes fortunes qu'il aide, une villa au Touquet, tout ça, et c'est bourgeois, mais pas plus. Bien sûr, il y a le travail l'emploi chez Rothschild, quand même, 2 millions d'euros, ça change, mais il ne fait pas partie. Il en fait partie aujourd'hui, mais il n'en faisait pas partie. Il est né dans une famille de la moyenne bourgeoisie d'Amiens. Ce qu'il y a d'intéressant, je crois, dans notre livre, c'est que on a pris le personnage, ce qu'on n'avait pas fait vraiment pour Nicolas Sarkozy. Là, on prend le personnage à sa naissance et puis on le suit jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, on essaye de tisser, de montrer que sa personnalité est en cohérence avec la façon dont il capitalise ses relations à chaque étape de sa vie. Alors, ses parents avaient quand même du capital social, neuropsychiatre ou je ne sais pas trop quoi, ce qu'il était, son père, sa mère. Et puis après, donc il est mis dans ce lycée de la Providence chez les Jésuites à Amiens, où là, il tisse bien. C'est vraiment un garçon qui sait y faire. Et c'est pas pour rien s'il est tombé amoureux de sa prof. C'est pas pour rien du tout. Et sa prof, c'était Brigitte Trogneux, et la famille Trogneux à Amiens, là pour le coup, c'est une famille de dynastique, de chocolatiers riches, avec un capital social tout à fait important. Et donc, il a capitalisé, mais c'était pas encore grand-chose, c'était que du chocolat. Hein. Après, il faut... Et donc, après, il capitalise, et bien entendu, quand c'est l'ENA, et puis au-delà, et très vite, dès qu'il sort de l'ENA dans l'inspection des finances, paf, il travaille avec Jean-Pierre Jouyet, avec Michel Pébreau, pour toute la commission sur la dette, puis la commission Attali. Là, il fait les plus belles rencontres de sa vie, ça le met chez Rothschild, il s'enrichit de 2 millions d'euros pour la fusion, dans le service des fusions-acquisitions, pour la vente du lait infantile Pfizer au bénéfice du groupe Nestlé. Et lui, il est payé, il touche 2 millions d'euros. C'était une opération à 9 milliards d'euros. Et lui, il touche quand même 400 000 euros par an. Hein, c'était pas si mal que ça.
Et puis après, il arrive, il est immédiatement nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée dès que Hollande arrive à l'Élysée. Et là, il va avoir des responsabilités énormes. Il est chargé de l'économie, il a un pouvoir, il a une possibilité de se faire des réseaux. Et il capitalise, et il capitalise, et il capitalise. Quand il est nommé ministre de l'économie, là, on laisse la parole dans notre livre à Christian Eckert, le ministre du budget, parce que son livre est trop poilant. C'est vrai, il est plein d'humour, le livre de Christian Eckert. Et il dit, le président, comment j'ai vu naître, le titre, je ne me rappelle plus par cœur, comment j'ai vu naître le président des riches. Alors il raconte comment avec Brigitte Macron, le peu de temps qu'il a passé au ministère de l'économie, c'est-à-dire 2 ans, 2 ans pile, à peu près 2 ans et 2 mois, à recevoir en quantité astronomique, c'est-à-dire que ça commençait par des petits déjeuners. Donc eux, ils avaient le très bel appartement. Je ne sais pas si vous voyez à Bercy, sur le paquebot, vous avez des grandes baies vitrées et tout en haut, donc il y a un très grand appartement qui fait plus de 300 mètres carrés sur 2 étages, qui est celui qui est réservé au ministre de l'économie. Et évidemment, tous les grands de ce monde sont ravis d'aller passer des beaux moments avec ces vues plongeantes sur la Seine et la possibilité de rejoindre les lieux de pouvoir avec les petites navettes sur la Seine. Je vous signale qu'avec Michel, on a essayé de négocier une petite promenade en navette depuis le ministère mais ça n'a pas marché parce que on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc des repas, tout ça, au point que en un an, par exemple, la dernière année, quand Christian Eckert présente les comptes, Macron a dépensé l'intégralité des frais de représentation de son ministère à son profit, c'est-à-dire à son profit personnel, parce que là, il était parti avec l'idée de se présenter. Alors, je continue, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour lui et que ce n'étaient pas des riches. Mais alors, quand on dit le président des ultra-riches, on montre aussi que tous les gens, tout son capital social, tous les gens très riches qui l'entourent, ont donné beaucoup d'argent, par différentes filières que l'on décrit dans cet ouvrage, ont donné beaucoup d'argent pour placer, je dis bien placer, je ne dis pas élu, volontairement, pour placer Emmanuel Macron à l'Élysée. Et par ailleurs, toujours ces mêmes camarades de classe, les oligarques, qui sont propriétaires des grands médias français, 10 milliardaires possèdent 90% des médias français, eh bien, ces 10 milliardaires se sont arrangés, comme si c'était un parti unique, mais c'est une pensée unique, se sont organisés pour construire un storytelling tout à fait extraordinaire autour de ce couple atypique que forme ce jeune homme qui n'avait pas encore 40 ans avec cette personne retraitée, âgée de 65 ans. Donc c'est très rare que ça se passe dans ce sens-là. C'est toujours plutôt un vieil homme qui séduit les belles jeunesses. Mais dans l'autre sens, c'est très rare. Donc du coup, ils se sont dit, voilà, c'est un atout. C'est un atout, et cet atout a été construit. Et la retraitée Brigitte Macron a été tout d'un coup transformée en poupée Barbie qui pouvait faire la une de tous les papiers glacés des milliardaires. Donc, et après, les milliardaires, quand ils font ça, indirectement, dans une propagande très bien huilée, ils trafiquent les cerveaux de leurs lecteurs, ils influencent, ils manipulent, ils obtiennent un consentement qui n'est pas un consentement sain, qui est un consentement après des manipulations. Et les gens votent pour Macron, croyant voter pour le changement, alors que c'était un immense bond. C'était prévisible que ça serait un immense bond en arrière. Je vous casse le moral. Non, je sens que... Pas du tout. Ah non, mais non, j'avais peur. Ici, nous avons malheureusement des invités tout à fait remarquables, mais qui nous disent remarquablement des choses
en général, qui incite au pessimisme. C'est très rare qu'on sorte enchanté en route vers l'avenir radieux après une réunion. Sauf quand Édouard Husson nous a dit qu'en Allemagne ça allait très mal, que Merkel était fichue, etc. Et c'est vrai qu'on est parti tout joyeux, mais le temps a passé. Bien. Non, on a vraiment l'habitude des mauvaises nouvelles, des analyses vraiment aussi justes que déplaisantes. Mais justement par rapport à cette campagne, il s'est bâti non seulement une réputation de compétence, Emmanuel Macron, mais aussi de culture philosophique, l'élève, le disciple de Ricoeur, etc. Qu'en est-il? Est-ce que ça transparaît quand même? Est-ce qu'il y a un supplément d'âme qui viendrait d'études de philosophie qu'il aurait faites en même temps ou à côté ou après l'ENA, je ne sais plus? Est-ce que vous percevez quelque chose comme cela? Alors moi personnellement pas du tout, mais c'est-à-dire que pour moi c'est un expert comptable, mais vraiment parfait, dur, qui a son cap, c'est-à-dire que c'est un cap, c'est même pas, c'est plus de la politique avec Macron, c'est une technologie politique, une politique technologique, je sais pas comment trop dire les choses. On est passé à quelque chose de très violent, de très dur, de déshumanisé. La gouvernance froide. Oui, froide, une gouvernance froide, de la technocratie à tout va, et un système qui devient d'un autoritarisme absolument hallucinant. Le néolibéralisme arrimé à une démocratie pseudo-représentative qui devient de moins en moins représentative avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, puisque à l'Assemblée nationale, grâce à l'arrivée d'Emmanuel Macron et des députés de La République En Marche, je ne me rappelle plus, on donne les chiffres dans le livre, mais il me semble qu'il y a 80% de députés d'origine supérieure, ce qui ne s'était jamais vu à l'Assemblée nationale, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un seul ouvrier, ce qui fait 0,2% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, alors que les ouvriers sont encore 20% dans la population active. Donc on voit... on voit un président qui... Alors pour nous, c'est ça que ça nous intéresse beaucoup avec Michel, parce que quand on a fait tout le travail qu'on a fait sur l'oligarchie, la grande bourgeoisie, et sa mobilisation, comment ils sont toujours mobilisés pour défendre leurs intérêts, comment il n'y a pas de petits combats, comment il n'y a jamais de repos, comment il n'y a pas de... Vous voyez, quand on était venu vous présenter la lutte contre le centre d'hébergement d'urgence du 16e arrondissement, ben voilà, c'était ça qu'on essayait de montrer. Pourquoi est-ce qu'ils vont perdre du temps à ça? Non, parce que s'ils laissent passer ça, après, voilà. Donc, ils ne laissent rien passer. Et donc, Emmanuel Macron ne laisse rien passer. Il ment tout le temps. Hein, il dit qu'il fait de la proportionnelle et puis il n'en fait pas. Et par exemple, pour les dernières européennes, c'est nous qui avions le seuil 5% le plus élevé d'Europe. Alors pour quelqu'un qui prétend faire une réforme pour favoriser la proportionnelle, c'est plutôt raté au total, puisque finalement, ça s'est transformé en un faux combat, un faux combat qui a été préparé longtemps à l'avance, alors toujours par les ultra-riches qui sont aussi propriétaires des instituts de sondage. Et du coup, tout ça ensemble fait qu'on va monter un faux combat contre le Front National, qui, honnêtement, est aujourd'hui plus que jamais le second cheval de l'oligarchie. C'est-à-dire, c'est une façon de... Si l'oligarchie s'organise pour organiser ces faux duos, ces faux duels, c'est parce qu'ils sont gagnants sur toute la ligne. Puisque ça profite à Macron,
à leur chouchou du moment, à leur fondé de pouvoir du moment. Et puis, comme l'imposture idéologique du Front National est absolument énorme, dans une radicalité sociale mise en scène de façon constante, au moins par Marine Le Pen, alors que, évidemment, quand on regarde ce qu'ils votent quand ils sont au Parlement européen, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de l'oligarchie, que ce soit le secret des affaires, que ce soit de refuser de lutter contre la fraude fiscale au moment de LuxLeaks. Enfin, parmi vous, il y a des belles jeunesses qui doivent avoir une meilleure mémoire que moi et savoir donner plus d'exemples. Mais du coup, voilà, le Front National capte le vote ouvrier. Et du coup, les grands perdants, eh bien, c'est ce que j'appelle moi la gauche radicale dans laquelle je me reconnais. Mais tous les gens qui ont une pensée critique de type anticapitaliste, disons, pour faire court. On disparaît complètement. Vous pouvez en dire un peu plus sur les sondages d'opinion, parce qu'il n'y a plus, il y a eu dans le temps, avec Pierre Bourdieu, une critique très argumentée des sondages d'opinion. On a reçu ici Patrick Champagne, le grand spécialiste, des sondages, il y a bien longtemps, que j'avais amené à l'Élysée, justement. Je me souviens de ça. Mais oui, en 1993, quelque chose comme ça. Parce qu'il avait été content. Et mais on travaillait ensemble avec Patrick, alors donc je me souviens. Mais enfin, je me souviens parce que j'avais fait une campagne pour lui. Chaque fois que je voyais des ministres ou que j'allais à l'Élysée, je disais, mais vous savez, votre histoire de sondage, c'est à prendre avec des pincettes. Un jour, vous le paierez très cher d'avoir cru à ces montages, etc. Et d'ailleurs, il y a un grand spécialiste à Paris qui s'appelle Patrick Champagne, etc. Et j'avais été tellement embêtant, pressant, que Anne Lauvergeon, qui était secrétaire générale adjointe de l'Élysée, m'avait invité à un petit déjeuner, parce que c'est beaucoup de choses se font au petit déjeuner, à l'Élysée, et on était tous les trois, Anne Lauvergeon, Patrick Champagne et moi. Moi, j'avais rien dit, mais lui, il avait expliqué justement qu'il fallait faire extrêmement attention avec les sondages d'opinion, en quoi c'était fabriqué d'une certaine manière, etc. Et voilà. Et alors, j'avais gagné quoi dans toute cette histoire? Une réputation. C'était celui qui ne croyait pas aux sondages d'opinion. Chaque fois qu'il y avait une discussion comme ça, on me disait, oui, vous avez vu, on remonte dans les sondages. Généralement, vous n'y croyez pas, mais quand même, on remonte. Voilà, c'est tout. J'étais typé, mais ils avaient continué naturellement à croire religieusement, quasiment, aux sondages d'opinion. Et bien sûr, Patrick Champagne, tout le groupe d'Acrimed également, je vous conseille le site d'Acrimed, qui est un site d'analyse de l'opinion publique. C'est un travail énorme qu'ils font parce qu'ils décryptent, ils retranscrivent les débats à la radio, à la télévision, et ils montrent justement, à travers ces retranscriptions, comment fonctionnent les journalistes, comment ils vous mettent en cage, comment ils évacuent des questions, vous en savez quelque chose, Monique. Bon. Et donc ils font tout un travail. C'est même glaçant, hein, le travail d'Acrimed. Parce que moi, ils ont fait ce travail pour un entretien sur Célébdo, où ça s'était très mal passé. Je savais que ça s'était très mal passé. J'étais partie... mais bon, j'avais l'impression que j'avais sauvé à peu près ma peau. Mais non, parce que j'ai eu ce sentiment que j'avais à peu près sauvé ma peau, mais après, ils ont fait des coupures. Ils avaient en fait enregistré un peu plus que nécessaire. Et on voit sur l'écran, tout d'un coup, ça fait slash. Et donc, Acrimed m'a contacté pour bien me faire confirmer que j'avais bien été coupée et essayer de me rappeler ce que j'avais pu dire. Et heureusement, je suis arrivée à me rappeler, donc ça s'est bien passé. Mais donc, Acrimed, c'est super. Alors, par rapport au sondage d'opinion, justement, c'est à eux qu'il faut poser ce type de questions, parce que moi, je ne saurais pas en dire plus que c'est... Les sondages d'opinion, d'abord. Les instituts sont la propriété, par exemple, pour l'IFOP, c'est la famille d'Entresangles, qui sont tout le temps, chaque année, dans les palmarès de Challenge.
à la 11e ou 12e place, je ne me souviens plus exactement. Enfin voilà. Ipsos, c'était Jean-Marc Lèche et Didier Truchot qui sont toujours aussi dans les palmarès des grandes fortunes. Donc voilà, on a. Et après, ce que avaient bien montré tous les sociologues autour de Pierre Bourdieu, dont Patrick Champagne, c'est que c'était toute une. C'est pareil, une technologie de traficotage, de sous-représentation de catégories, de traficotage multiple qui faisait qu'au final, ils allaient dans le sens de ce qu'ils avaient décidé d'aller. S'ils voulaient que ce soit Macron qui soit en tête des sondages, on peut s'organiser pour que ce soit Macron, à condition de s'y prendre très longtemps à l'avance, afin qu'évidemment la mécanique dans nos cerveaux puisse s'enclencher pour ce vote. Enfin, donc je ne suis pas capable de décrypter, comme le faisait Patrick Champagne, l'ensemble des processus. Il y a une grande spécialiste qui est une amie à moi qui habite pas loin d'ici, je crois que vous la connaissez, Hélène Ménaud. Non, ça vous dit rien. Donc voilà, il y a des spécialistes. Là, je préfère pas m'avancer dans des détails que je maîtrise pas bien. Mais pour vous, les sondages font partie d'un processus de mise en forme des conflits politiques. Oui, ça incontestablement. Hélas. Voilà. Et tous les parce que vous êtes très haut là en ce moment. Comment? Royaliste et très haut. Troisième force du pays. C'est ça, on monte dans les sciences médias. Nous, comme on n'existe pas dans les sondages, ça va très très bien. On peut donner toutes les réputations que nous pouvons. Non, mais on a pu voir d'ailleurs sur des sondages qui nous concernent comment les questions déterminaient les réponses. Voilà, c'est tout simple à comprendre. Si on pose par sondage la question « Êtes-vous pour ou contre la monarchie ?», il se trouve que les gens pensent plutôt à Louis XIV qu'à autre chose et vous avez une réponse 1%. Si on vous demande « Est-ce que vous êtes pour une monarchie parlementaire ?», les gens pensent tout de suite à la reine d'Angleterre et ça donne un pourcentage tout à fait honorable. Voilà, c'est tout. Donc ça ne veut absolument rien dire. Le sondage est le contraire de l'enquête sociologique qui fait que vous faites attention aux questions. Vous savez que la réponse, justement, est une réponse qui est largement déterminée par la question telle que vous la posez, qu'il y a plusieurs façons de comprendre une question, ce que les instituts d'opinion ne tiennent pas en compte. La vie est comme ça, on pose une question, vous l'interprétez différemment selon que vous êtes dans telle ou telle disposition d'esprit ou vous avez telle ou telle préférence sociale. Et tout ça est complètement gommé par les sondages, alors que le travail des sociologues, tel que, si je comprends, que j'ai vu opérer, c'est justement de faire attention aux questions, au type de réponse, de voir dans quelle situation, comment la réponse a été faite, qu'est-ce que ça signifie que telle réponse a été faite comme ça, etc. Qu'est-ce que ça peut éventuellement cacher, surtout quand on questionne les grandes familles, etc. Voilà, donc le travail est quasiment antinomique entre le métier de sondeur et le métier de sociologue. Et donc ça fausse complètement les représentations politiques, ça me paraît assez évident. Voilà, mais je ne veux pas être le seul maintenant à poser des questions, il faut que peu à peu le débat s'élargisse. Si Monique veut bien... moi j'ai encore plein de questions à poser, j'en poserai quand même une, on va revenir sur le Touquet, parce que j'ai dit, cette villa du Touquet, c'est pas grand-chose, c'est la bourgeoisie. Ça appartenait à sa femme. Mais oui, c'est ça qui est le plus drôle, c'est ça qui est le plus drôle, oui. Alors, mais on va voir. Alors, je termine ma question, il y a donc la villa du Touquet, et puis il y a le Touquet en tant que tel, parce que dans votre livre, justement, vous parlez du Touquet. Et une anecdote, c'est que tout à l'heure, je voyais un de nos abonnés qui est de cette région-là, et qui disait, au Touquet, il n'y a pas d'éolienne en face dans la mer. Et au Tréport, il y en a, et à côté, il y en a aussi. Voilà. Et donc, c'est un certain territoire, je vous en prie, Monique. Oui, c'est un territoire de type oligarchique,
comme ça existe à Cabourg, je sais pas, il y a d'autres, les parcs de Saint-Tropez, là où vont toutes les grandes fortunes françaises pendant l'été, des endroits totalement qui ont été construits par des grands bourgeois pour des grands bourgeois, et donc avec un urbanisme tout à fait spécifique. Le Touquet, les 3/4 du Touquet, c'est une immense forêt, et avec des allées comme si on était dans un château, c'est pas des lignes droites et tout ça. Et puis quand vient la nuit, il y a des petites lampes qui sont à même la terre, et donc c'est joli comme tout, c'est un peu féerique. C'est très cher, du coup il n'y a que des gens plutôt riches qui habitent là-bas, et donc la famille Trogneux, qui était quand même donc une famille riche, les parents de Brigitte Trogneux il y a eu 4 ou 5 enfants, et chaque enfant a hérité d'une grosse propriété, et donc Brigitte Trogneux a hérité de la Villa Monéjean, qui est en plein centre-ville du Touquet. Mais c'est une grosse maison, c'est un petit château, enfin en tout cas il y a plein de décrochements, enfin voilà. Et donc nous on aime bien comme ça observer. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Emmanuel Macron a épousé sa professeure, qui était donc mariée avec un banquier, Louis-André Osière, si je n'écorche pas son prénom. Ou André Louis Osière, dans un sens ou dans un autre, qui lui avait donné 3 enfants et 7 petits-enfants. Et cette famille-là, qui était une famille donc constituée autour de ce couple, Brigitte Macron et Louis-André Osière, tout ça a volé en éclats avec l'amour pour Emmanuel Macron et le mariage avec Emmanuel Macron. Mais celui-ci, à l'inverse du coucou qui va déposer ses œufs dans le nid des autres, lui, il s'est approprié la famille de Brigitte Trogneux. C'est absolument incroyable. Et du coup, la maison est à eux deux. Il a investi de l'argent qu'il avait gagné au cours de sa vie pour faire des travaux d'amélioration tout à fait considérables. C'est vrai que c'est très joli, de très jolies vérandas et tout ça. Et puis, il est chez lui avec sa femme, les enfants et les petits-enfants. Enfin, c'est assez extraordinaire et l'ex-mari est introuvable. On a essayé de le trouver quelque part, mais nous ne l'avons jamais retrouvé. C'est peut-être le côté quelque peu novateur d'Emmanuel Macron, parce que sur le plan social, en tout cas, parce que hier, Monique, vous donniez une interview à Thinker Review, si je n'écorche pas le nom, et qui est une très bonne interview que je vous conseille, très longue et très intéressante interview. Et à un moment, vous dites que la haute bourgeoisie s'organise et éduque ses enfants pour qu'il n'y ait jamais de dérapage aboutissant à une mésalliance. C'est-à-dire qu'on se marie selon les normes du... Ça a toujours existé. Ça. Oui, non, mais je dis pas... Justement, attends, j'ai pas fini. On se marie... tout le monde connaît ça. On se marie dans sa classe. Oui. Les gens se choisissent par les rallyes que vous avez... sur lesquels vous avez enquêté. Et là, il y a quand même un trouble, un banquier éliminé, devenu introuvable, et puis ce garçon qui arrive... Hein? C'est la femme de Mohamed VI, monsieur Osière. Introuvable. Si tu veux. En tout cas, non, alors, non, mais là, il y a quand même un trouble dans la bourgeoisie. Pas tant que ça, pas tant que ça. Justement, c'est ça qui est extraordinaire. Pas tant que ça, parce que finalement, c'est une situation atypique, mais qui est récupérée pour devenir quelque chose de parfaitement normal. La seule chose qui n'est pas normale, c'est l'éviction du géniteur.
Mais en même temps, je pense qu'il a été dans un tel état de souffrance au moment où il a appris ce qui se passait entre Emmanuel et sa femme, que c'est peut-être de sa propre volonté qu'il s'est effacé, qu'il a voulu être d'une discrétion. Voilà. Mais non, parce que du coup, Emmanuel Macron se retrouve bien, alors qu'il ne pourra pas avoir d'enfant avec sa femme, il se retrouve bien avec toute une descendance. Et la mécanique... Enfin voilà, ils ont une capacité dans ce milieu, comme ils sont toujours dans des grands espaces, donc du coup les pratiques sexuelles et les pratiques familiales peuvent être différentes que dans les autres milieux, mais quand par exemple il y a un enfant dont on sait très bien que le géniteur c'est pas le père social, eh bien il va être choisi comme parrain et puis il sera intégré à la famille. Oui, il y a cette capacité-là, avec l'adoption simple aussi, qui est très pratiquée dans la grande bourgeoisie, de récupérer comme ça des situations un peu... Mais enfin, comme celle-ci, quand même, c'est assez abracadabrantesque. Franchement, c'est... D'autant plus qu'on raconte aussi dans ce livre comment Brigitte Trogneux s'est mariée dans cette maison à l'hôtel de ville et à l'hôtel Westminster avec Louis-André Hozière, et puis qu'elle s'est remariée dans ces mêmes 3 endroits avec Emmanuel Macron. Quand on connaît. On gomme le passé, c'est pas mal. Voilà. Et une question. Oui. Justement, pour revenir à ce que vous disiez juste avant et faire écho à votre interview d'hier, vous parliez des 3 ou 4 capitaux qu'on les justement, c'est ultra riche, donc la richesse, le nom... Non, c'est vous qui dites les 4. Parce que vous l'avez écouté hier, donc vous allez le dire. Je ne vais pas de lancer alors. Et donc la richesse, le nom, un capital social. Oui. Et il y en a un 4e, les propriétés. Non. Alors le capital économique, Oui. Hein, le capital culturel, C'était culturel. le capital social et le capital symbolique. Mais justement, Emmanuel Macron, avec ce mariage, n'a-t-il pas justement perdu une forme... Enfin, c'est ce que vous disiez, en ayant supprimé, entre guillemets, le géniteur des enfants de Brigitte Macron, n'a-t-il pas justement entaché son capital, cette espèce de capital social sur le moment? Je ne dis pas sur le long terme, a priori il a très bien gommé sur le long terme, mais sur le moment il a dû automatiquement, ne venant pas justement de cette très haute bourgeoisie dont vous parlez, ne venant pas des 500 plus grandes fortunes françaises, n'ayant que... Macron, je n'ai pas cherché personnellement, mais quand on tape Emmanuel Macron, on doit avoir que Emmanuel Macron, on ne doit pas pouvoir remonter pendant 200 ans sur leur famille. N'a-t-il pas été intégré un peu de force et n'a-t-il pas justement fabriqué tout ça sur le moment en se mariant avec Brigitte Macron? N'a-t-il pas créé tout ça sur le moment? C'est jamais les chocolatiers. Ah, c'est... Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, je pense que avec ce mariage, Emmanuel Macron a été gagnant sur toute la ligne. Au lieu d'être un homme célibataire de moyenne bourgeoisie, voilà, il a fait un coup de force qui pouvait avoir des aspects négatifs, mais au revoir. Non, je vous en prie. Mais qui a été récupéré par ses camarades de classe, comme je dis, pour en faire quelque chose de positif. Et qui s'est révélé, parce que c'est quand même un couple aussi qui a été élu à l'Élysée, là, pour le coup. Non, mais je dis ça. Arrêtez de... elle est quelquefois, elle dit... Voilà, c'est un... Voilà, c'est au niveau de l'image, bien sûr. C'est officiellement la PLG. Pardon. Non, il n'y a pas de statut. Bon, Bertrand, il faut que vous mettiez de l'ordre, parce que sinon, on va être foutu. Non, il n'y a pas de statut. Non, j'ai même signé des trucs contre. Non, il n'y a pas de statut. Non, elle n'a pas de statut. C'est ambigu. Il voulait vraiment créer un statut de première dame. Mais elle a un bureau et un type qui l'aide, mais comme les autres. Voilà. Pas tous en même temps. Cherchez-vous.
Non, il y a quelque chose, un décret, un Il y a- texte qui c'est ça. organise, Oui, mais ce n'est pas vraiment un statut de première dame. Voilà. Effectivement, il y a eu une pétition Oui. Oui. demandant à ce que, enfin, Que ça soit abrogé. protestant, Que que ça ce soit un salaire cette- officiel. Philippe veut poser une question. Vous dire, il y a quelques années, j'ai vu un documentaire sur Madame Eva Joly. Je pense que vous n'ignorez pas que c'est une étudiante norvégienne qui s'est mariée avec un représentant de la bourgeoisie du 16e arrondissement. Dans ce documentaire, on expliquait, et je crois que c'est Madame Eva Joly, expliquait comment elle s'est fait adopter par sa famille d'accueil en adoptant les codes sociaux de cette compagnie. Ne peut-on pas dire que d'une certaine façon, Emmanuel Macron s'est fait adopter, il avait un bagage favorable, mais en adoptant les codes sociaux de la classe dans laquelle il est arrivé. Bien sûr, ça favorise C'est beaucoup. une question de codes sociaux. Voilà. Alors, Alors, qui fait qu'il a été adopté, et à contrario, si je puis dire, il y a quelqu'un qui aurait pu en faire partie, s'il avait su adopter ces codes sociaux, c'est Bernard Tapie. Mais Bernard Tapie, il a joué le rôle qu'on sait, donc il n'a jamais été adopté par la bourgeoisie. Non, non, mais ce que vous dites est exact. Et alors, quelquefois, on n'arrive pas, ça dépend le physique qu'on a, ça dépend le niveau culturel. Mais par exemple, je pense au mariage entre Edmond de Rothschild et Nadine de Rothschild. Eh bien, tous les livres de Nadine de Rothschild, notamment La Baronne rentre à 5 heures, qui est en poche pour 3 ou 4 euros, franchement, nous, ça nous a beaucoup aidé. On a beaucoup travaillé ces livres parce que justement, elle était ouvrière plutôt. Et ben, elle avait une allure de starlette, quoi. Elle Elle faisait du cinéma quand elle était montre. Voilà, elle sait tout. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai starlette de cinéma, effectivement. Elle n'avait pas des grands rôles, elle n'était pas très brillante, mais enfin, c'était comme ça. Et donc, elle a fait tous les efforts possibles et imaginables pour intégrer. Et donc, elle explique. Et franchement, et c'est pas bête du tout. Hein. Et c'est pas bête du tout. C'est vachement sociologique et vachement intéressant. Et donc, nous, on a beaucoup appris grâce à Nadine de Rothschild. J'ai aussi une question avant. Allez-y. Oui, je voudrais revenir sur la question initiale qui a été posée tout au début sur le socle sociologique de l'appronisme. Et j'avoue que depuis son élection, il y a une question pour Carole. Quand j'étais jeune, il y a 40 ans de ça, j'étais pas jeune, je me souviens avoir lu le Discours-Gouvernement de Napoléon Bonaparte, dans lequel Marx décrit que l'appui de l'Empire, c'est la grande bourgeoisie, la petite bourgeoisie et le sous-prolétariat. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapprochement entre Napoléon III et Macron? Parce que moi, il me semble que ça se ressemble quand même beaucoup. Je ne sais pas trop quoi répondre là. Sur les soutiens sociologiques, c'est ça. Parce que Sur la politique, si c'est clair, il y a des ressemblances. Oui, donc ça a été bien mis en avant. Mais les soutiens sociologiques ont été quand même très dispersés pour Macron. Parce qu'il y a eu cette imposture de faire croire qu'il était de gauche, ou ni de gauche ni de droite. Il captait, d'abord j'ai tort de dire ça, il captait pas toutes les voix de l'oligarchie, puisque quand on analyse les résultats du premier tour, on voit que l'oligarchie avait en réalité misé sur 2 chevaux. Le plus important pour elle, c'était Fillon, et le second, c'était Macron. Puisqu'au premier tour, dans tous les beaux quartiers, vraiment sans aucune exception, c'est Fillon qui est le premier, et de très loin par rapport à Macron. Et après, retournement complet et vous avez les Henri de Castries qui basculent dans le macronisme. Je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas d'honneur, enfin qui défendent leurs intérêts. Si c'est là qu'il faut aller, ils y vont. Et après, il y a eu... moi, je sais pas trop bien parler du socle sociologique de Macron de façon construite, puisque tout a été fait par des manipulations énormes. Au second tour, combien de gens ont voté pour Macron en votant contre Le Pen? Donc tout ça fout un peu le bordel, et qui continue, puisque après le second tour des présidentielles, si vous regardez le premier tour des législatives, vous vous apercevez, c'est dans notre livre, parce que ça n'est pas du tout apparu dans la presse, Macron perd 2 millions de voix.
2 millions de voix entre le premier tour des présidentielles et le premier tour des législatives. Et ce n'est pas du tout un processus de légitimation avec les législatives qu'il revendique pourtant très régulièrement. Une abstention législative. Oui. Quand même. Oui. Je pense que ça affaiblisse un peu tout le monde du coup. Voilà, mais là je parle en chiffres absolus. 2 millions de voix, c'est quand même énorme. Une question. Moi, j'ai une question un peu. Oui, on est dans une période macroniste. Alors après, ça sera vous. Ouais. C'est l'ultralibéralisme, et puis c'est le président des ultra-riches, ça va encore durer à peu près 2 ans. Là. On sait qu'il va essayer de faire un 2e mandat, mais ce genre de philosophie politique, je sais pas, ça peut aller jusqu'où? Quelle est la dérivée à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Ça va finir dans quoi? Quelle est la fin probable d'un tel système? C'est-à-dire qu'on... Alors, même les gilets jaunes, mais bon, qu'est-ce qu'on va voir après? Ça prend quand même des proportions. C'est-à-dire qu'on va vers un système... on est déjà dans un système totalitaire, antidémocratique et très autoritaire, de plus en plus autoritaire. Et là, avec l'histoire de son cap, l'expression le cap, c'est le signe qu'il va continuer, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut quand même remarquer que les Gilets jaunes l'ont mis à mal, mais qu'il n'a pas changé de cap, et qu'il instrumentalise les revendications des Gilets jaunes pour mieux mettre en œuvre sa politique ultralibérale, néolibérale, peu importe comment on la nomme, mais cette politique au service exclusif des plus riches. Et la fin, nous, on est capable, à partir des hypothèses de travail que l'on manipule, d'en formuler peut-être plusieurs, mais celle qui paraît la plus crédible, c'est du fait qu'il ne freine pas le dérèglement climatique, voire qu'il l'accélère par de multiples procédés. La fin, pas la fin de l'histoire, mais la logique du processus qui s'est enclenché, eh bien, c'est la destruction de la moitié la plus pauvre de l'humanité. 3,5 milliards d'êtres humains qui sont en trop sur cette terre et qui pourront être éliminés avec une arme nouvelle, cette arme du dérèglement climatique qui n'apparaît pas comme le canon et la mitraillette comme une arme, et qui pourtant, ou comme les camps d'extermination, et qui pourtant va pouvoir exterminer. Une grande partie de l'humanité. Voilà. Oui. Vous avez déjà répondu en fait en partie à la question que je voulais poser, mais je la formule quand même. Macron va certainement se radicaliser. Alors comment cette radicalisation, si elle s'exerce dans les termes que vous venez de décrire, quelle réaction peut-on attendre, je veux dire, du social? Le social ne va pas rester immobile. La violence macronienne va répondre à une violence de la rue, ça me paraît inévitable. Bien sûr, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que l'analyse qu'on fait, c'est que avec le dérèglement climatique, d'ailleurs les gilets jaunes, c'est quand même parti d'un problème. L'étincelle qui a foutu le feu aux poudres, c'est quand même cette histoire de taxe sur le carburant. Donc c'est lié au problème écologique, disons, au problème de ce dérèglement climatique, dont la seule et unique cause, c'est le système capitaliste, c'est les capitalistes. Et ça, j'ai béni Nicolas Hulot quand il a fait son intervention pour sa démission à France Inter. Il a eu le courage de le dire. Ça, c'est le système capitaliste. Ce sont les capitalistes et les capitalistes seuls qui sont la cause du dérèglement climatique. Alors, ce dérèglement climatique constitue une inégalité qui va interconnecter toutes les autres inégalités. Et donc, on peut penser qu'on va se retrouver à un rendez-vous avec l'humanité tout à fait inédit, dans la mesure où soit ça sera la destruction de la partie la plus pauvre de l'humanité, soit on arrivera à foutre le système capitaliste en l'air avec tous ces oligarques avec, et à reconstruire une planète dont nous contrôlerons les ressources naturelles
et dont nous mutualiserons les moyens. Alors c'est très joliment, enfin c'est pas très joliment dit, c'est dit avec tendresse et humanité, mais après je sais que ça sera beaucoup plus dur que ça dans la réalité. Mais si vous voulez, on ne va pas laisser détruire l'humanité, alors que c'est quand même nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Nous, et ça avec les Gilets jaunes, on l'a bien vu, c'est-à-dire que si on bloque, si on fait avec la grève générale, avec le blocage de tout, si en plus on se couche tous par terre en se tenant par la main, la désobéissance civile, ils n'auront jamais assez de flics pour nous relever et ils ne pourront pas débloquer les usines. Je veux dire, j'adore ces deux questions de Brecht. De qui dépend l'oppression? De nous. Hein? De qui dépend que l'oppression cesse? De nous. Et donc c'est ça qui est hallucinant. Et donc on peut avoir l'espoir que, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, vous avez vu l'été dernier avec les canicules à répétition, on voit bien, on est déjà dans les prémices de quelque chose. Hein, on y est déjà. À mon avis, il va quand même falloir qu'on réagisse, c'est pas possible. Moi je crois à des sursauts. Voilà. Ben moi aussi, je suis comme vous. Devant l'urgence, devant le côté terrifiant que ça peut prendre au fil des années, il y aura des sursauts. C'est pas possible. Dans le monde, ce sera planétaire. Là, je suis optimiste de ce point de vue-là. Je voulais un remarque, et vous parlez de sursaut. C'est vrai que je le constate, vous voyez, là je viens ce soir, mais ma mère est en province, pas très loin de Paris. Oui. Désert médical, hein, même à 1h30 de Paris. Avec ma soeur, nous sommes partagés la route pour un rendez-vous chez le dermato. Nous deux, on est de Paris, 8 heures de route. Encore, ma soeur est partie à 1h30 de Paris. Donc vous voyez, le sursaut, c'est ça. Les gens vont se dire, mais on ne peut plus se faire soigner en France. Ouais. Donc, même à 1h30 de Paris, c'est une vieille personne de 95 ans qui peut prendre le train, etc. Mais je crois que c'est à ce moment-là, les médecins vont réagir, les gens vont dire, on ne peut plus se faire soigner. Ben oui, mais regardez, c'est déjà là. Ce que vous dites, c'est déjà le cas. Les Gilets jaunes ont bien mis en évidence votre témoignage. Eh bien, les Gilets jaunes ont gagné dans un premier temps. Ils ont vraiment fait peur au pouvoir parce qu'ils ont tout de suite investi les lieux de pouvoir. Hein. Ce n'étaient pas les lieux des manifestations traditionnelles, tout de suite les lieux de pouvoir, avec de la violence qui était très souvent dirigée contre les banques, contre les trucs, les emblèmes du système capitaliste et les symboles. Merci, je cherchais. Merci bien, c'est sympa. Les symboles du système capitaliste. Et ben, quelle a été la réponse du pouvoir? Des armes de guerre. On défend la rotonde au CRS. Voilà. La rotonde est défendue par les CRS et les armes, les LBD. Moi, je sais pas, j'en ai vu une qui était tombée sur le trottoir, qui n'était pas dégoupillée, mais je pouvais pas croire que c'était ça qui tirait à pratiquement 10 mètres des Gilets jaunes en visant la tête, enfin en visant très précisément. Mais c'est atroce, c'est horrible. C'est-à-dire que c'est une violence de classe. C'est parce que ce sont c'est la classe populaire qui est là. Et donc il y a déjà un sursaut. Le problème, c'est la violence policière qui a été mise en œuvre, qui est terrifiante. Et nous, avec Michel, je vous le dis très, très, très franchement, on allait aux premières manifestations. Et là, maintenant, on y va, mais on a quelqu'un qui assure notre sécurité. Parce que c'est vraiment devenu beaucoup, beaucoup trop dangereux. Et je crois que il va y avoir même une prise de conscience, pas simplement des classes populaires. Puisque même en province, je vois, par exemple, mon frère, il est allé à un enterrement d'une dame de 80 ans qui allait très, très bien, mais qui un jour a eu une occlusion intestinale. Elle est allée à l'hôpital, ils lui ont dit il n'y a pas de chirurgien, vous revenez lundi. Et ben, elle y est restée. Donc, et là, quand les gens ils sont allés à l'enterrement, ils sont tous regardés, il y a un sacré problème. Mais je suis plus pessimiste que vous, j'ai peur que les gens
ne réagissent pas. Moi, comme c'est Chacun son tour. Oui, Chacun son tour. tu avais une question. Oui, votre ouvrage, donc, le livre Le président des ultra-riches, fait écho à votre précédent ouvrage, enfin l'un de vos précédents ouvrages sur Nicolas Sarkozy, le président des riches, c'est ça? Alors je voulais vous poser une question pour savoir si finalement ces deux personnages qui mènent une politique avec pas mal de similitudes se distinguent par une différence de personnalité ou de contexte. Je m'explique. Macron est allé beaucoup plus loin dans les cadeaux fiscaux que Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est parce que Macron est arrivé en 2017 après Sarkozy et après Hollande, dans un moment où les forces politiques adverses étaient laminées, les syndicats encore plus affaiblis, ou est-ce qu'il y a aussi une différence de personnalité, c'est-à-dire que Sarkozy, étant un vrai politique, savait jusqu'où ne pas aller et que finalement on se retrouvait avec un Macron qui lui est sans filtre? C'est-à-dire que Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron n'est que le résultat des présidences précédentes. Tout va depuis Jacques Chirac, depuis qu'on a voté pour Jacques Chirac en 2002. Puis le néolibéralisme, c'est Mitterrand qui l'a instauré, donc ça fait depuis longtemps. Tout s'aggrave. Chaque fois, ça s'aggrave. Les forces de contestation n'ont plus leur place dans les médias. La pensée critique n'existe plus. On est violenté par des violences policières tout à fait, totalement en déconnexion par rapport à la réalité du mouvement des Gilets jaunes. C'est simplement parce que dans les beaux quartiers, ils ont peur. Et Michel Delpech, là, le préfet de police de Paris, qui a été remplacé parce que, précisément, il n'était pas d'accord avec les violences policières contre les Gilets jaunes, et il n'était pas d'accord sur le fait que justement il fallait aller plutôt protéger la rotonde et les beaux quartiers que protéger les Gilets jaunes dans leurs manifestations, parce qu'en principe la police elle est faite quand même pour protéger le peuple, hein, elle n'est pas là pour protéger les plus riches. Oui, alors deux choses. D'abord, sur la question que tu poses, Pierre-Henri, je crois qu'il y a eu une acquisition d'expérience et une mise en cohérence également. Acquisition d'expérience. En 2006, les manifs contre le CPE font tomber le projet de loi, ils reculent. Bon. C'est pas à cause des syndicats, c'est que les syndicats ont été débordés par un mouvement vraiment populaire et le gouvernement a plié. 2010, je crois que nous nous sommes retrouvés dans différentes manifestations contre la réforme des retraites. Il y a eu des manifestations énormes avant le mois de juin et en septembre, octobre, et le gouvernement n'a pas bronché. Ils ont laissé faire. Ils ont compris à ce moment-là que 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, c'était à Paris, mais c'était également dans beaucoup de villes de province, de petites villes, etc. C'était vraiment un mouvement national. Ils ont compris que, pas grave. Il n'y avait pas de violence d'ailleurs, la police canalisait des foules considérables. Et puis, l'hiver est arrivé, il a commencé à pleuvoir, 5e, 6e manif, tout le monde a arrêté parce que ça donnait rien. Et là, donc, acquisition d'expérience. Que les gens défilent, qu'ils défilent, et on fait passer nos projets. Donc, voilà, ça leur a donné une assurance. Après, il y a eu ces événements de l'hiver, où effectivement, les gens, les foules ne sont pas contentées de défiler sur les itinéraires prescrits, mais ont envahi effectivement les beaux quartiers. Et effectivement, ça a été la répression. Et avec un peu de milliards, etc. Bon, ça c'est une première chose. Macron, au début, en tout cas avant l'affaire des Gilets jaunes, c'est quelqu'un qui a l'expérience du contrôle de la population. Et c'est vrai qu'après 2010, manifestation que la plupart des gens de gauche qui viennent ici ont oublié, complètement, ça a été effacé de la mémoire. Après, les mobilisations syndicales, elles ne marchent pas. Mobilisation contre les ordonnances et tout ça, ça ne marche plus du tout. C'est des échecs, ils laissent faire, il y a un peu de bagarre grâce au Black Bloc, n'est-ce pas?
et puis c'est tout. Premièrement. Deuxièmement, Macron, il bénéficie d'un phénomène nouveau, c'est que, comme on nous l'a expliqué à plusieurs reprises ici, et comme nous l'avons vu faire, une fraction de la droite et une fraction de la gauche qui étaient d'accord sur toute la politique ultralibérale se mettent ensemble, et décident de fonctionner en se répartissant les places. C'est le Premier ministre qui vient de la droite, c'est Le Drian qui est à gauche, etc., etc. Donc voilà, il y a une mise en cohérence, et Macron bénéficie, dans les premiers temps de son quinquennat, il bénéficie de ça. Alors la deuxième point, c'est par rapport à ce que disait Monique, sur le changement climatique et les réactions que ça peut entraîner. Moi, je crains que ces changements soient de telle ampleur qu'au contraire, ça ait un effet paralysant. Parce qu'autant on peut se dire qu'on va faire reculer un gouvernement, autant comment se dire qu'on va lutter efficacement contre le réchauffement climatique, la montée des eaux et la fonte des terres glacées en Sibérie. Ce sont des politiques d'État, ce sont des politiques interétatiques, évidemment. Bon. Et là, c'est assez désarmant et désespérant. Je l'ai dit, Bertrand, j'ai dit on bloque tout. Il faut faire, c'est la grève générale, il faut vraiment, là, il faut que ce soit quelque chose de très dur, et puis que ça se passe en France, que ça se passe, et ça, les dominos sont aujourd'hui en faveur de l'oligarchie, ils peuvent très bien basculer avec quelque chose de très violent qui peut être paralysant. Moi, je suis d'accord avec vous que ça peut être une hypothèse, mais je dis aussi que ça peut être aussi le moment où on n'aura plus rien à perdre, et où on pourra pas quand même engager la disparition d'une partie de l'humanité, la disparition même d'une partie de la planète à cause de la faute, de la gourmandise, de la criminalité d'êtres humains que nous savons analyser là. Merde, tout le temps qu'on passe sur ce marché de la contestation sociale à vous décrire et tout ça, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose, c'est pas possible. Moi, pourquoi je fais ça? Je le fais pas pour des droits d'auteur et tout ça, bien sûr, mais je veux dire, je veux pas rigoler avec cette question. Les gens, ils doivent prendre leurs responsabilités maintenant. Oui, c'est pas possible. Vous n'allez pas repartir, continuer votre petite vie et moi la mienne. Non, l'heure est grave et il faut le dire. Il y a un événement déclenchant beaucoup plus mobilisateur et beaucoup plus imminent sans doute, c'est la crise financière que tout le monde annonce, qui est inscrite dans la logique même de la spéculation financière. Sur la même chaîne, Sneaker Review, sur laquelle vous étiez hier, il y avait Gaël Giraud il y a quelque temps. Gaël Giraud, jésuite, chef économiste de l'AFD, quelqu'un d'extrêmement pondéré, qui disait que cette crise était inéluctable, et il le sait puisqu'il a travaillé dans la banque, justement dans ces mécanismes de spéculation, et il a travaillé comme mathématicien, et il dit que l'ampleur des dettes privées est telle que le système s'effondrera. Et que cette fois, ils ne pourront pas cacher leur responsabilité. Gaël Giraud raconte dans cet entretien qu'en 2008, les traders de la défense allaient au bureau en métro, en jean dégueulasse, avec des vieux blousons, pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et ils se changeaient en arrivant à la banque. Parce que tellement ils avaient peur que les gens disent « Regardez dans quel pétrin vous nous avez mis ». Et Gaël Giraud disait « La prochaine fois, là, ça sera évident que c'est eux, ça ne sera pas la faute des États, de n'importe qui ou de la malchance. » Donc c'est là qu'il y aura effectivement possibilité de règlement de compte de grande ampleur, n'est-ce pas, avec ces gens-là. D'ailleurs, avenue Kléber, les banques, le 1er décembre, c'était les banques qui étaient visées.
et les voitures de luxe, et on voyait les banques détruites méthodiquement, parce que ça, c'est véritablement une cible. Avant même qu'il y ait un déclenchement à cause des effets ravageurs du changement climatique, il y aura sans doute cette catastrophe financière qui mettra le système complètement à nu, et avec une impossibilité de récupérer les bouts et les morceaux pour reconstituer quelque chose jusqu'à la prochaine fois. C'est une des hypothèses. Oui, c'est pas en contradiction avec ce que je dis. C'est pas en contradiction. Voilà, je suis d'accord. De toute façon, la crise financière, effectivement, tout le monde, y compris dans les banquiers, enfin qu'on a la chance quelquefois de pouvoir encore continuer à côtoyer, elle est là. Enfin, il l'annonce pour quelque chose qui va être terrible. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça n'empêche pas le dérèglement climatique. De toute façon, il est déjà parti. Hein, il est déjà là. Donc, quand je fais cette image, c'est que ça va s'interconnecter tout ça. Donc, ça va être le bouquet final du feu d'artifice du système capitaliste. Et donc, c'est là où on se dit, là, on va pas... Enfin, moi, je serais vraiment une femme en colère, je me sentirais une guerrière. Je sais pas comment dire, je serais vraiment que les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Là, ça n'irait pas. Monique, il y a une question ici. Oui. Ouais. Deux petites réflexions. Oui. La première réflexion, la crise financière, moi ça fait 40 ans que j'en entends parler. Oui. Ça fait 40 ans qu'on l'a au-dessus de la tête et puis on la voit jamais venir. Ah bah non, mais ça passe, bah si. Oui, non, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis la deuxième chose sur le dérèglement climatique, mais on est en France. Vous avez des gens, vous le savez très bien, qui se foutent de ça. C'est les grosses puissances. C'est pas parce que la France va prendre conscience de ce problème-là que la France par elle-même va pouvoir sauver toute l'humanité. Si les Américains, les Chinois et tout ça ne veulent pas, on ne pourra rien faire. Mais on est d'accord. Mais attendez, pourquoi vous vous foutez des obstacles comme ça? Moi, non, parce que non, alors laissez-moi parler. Vous mettez des obstacles pour être peinard. Non, tout combat est bon. De toute façon, ça fait du bien. De toute façon, il faut parier sur le fait que les combats vont s'agglutiner, se développer et faire masse, enfin qu'on va pouvoir gagner quelque chose. Et après, si ça se passe en France, on gagnera la Belgique, l'Allemagne, et puis tout ça, après, c'est les dominos. Moi, j'aime bien mon image de domino, parce que hop, je sais que quand ça va basculer, tout le monde, ça va basculer. Alors après, ce qu'il faut, c'est... parce que le marché de la contestation sociale, par exemple en France, je suis bien placée pour savoir à quel point il est divisé, à quel point il y a des égos surdimensionnés, que chacun veut sa place, et que finalement, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne bouge pas en France. C'est parce qu'on est là, on s'est constitué ce marché. Alors nous avec nos livres, vous avec vos petites réunions, les autres, ils créent un nouveau parti, la France Insoumise, avec un type qui a un ego plus que démesuré, qui veut être le seul chef, voilà, le grand chef. Il y a les éditeurs ad hoc, enfin c'est tout un marché. Nous, je vais vous dire pourquoi je parle comme ça. Parce que quand on a fait nos livres sur la grande bourgeoisie, on pensait, c'était des livres qui s'adressaient aux ouvriers, dans notre tête, à Michel et moi, à la classe ouvrière. Et puis, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était que des militants qui nous sollicitaient, qui nous invitaient. Et dans les manifestations, c'est les militants qui nous remercient. Merci, vous nous avez tellement aidés à comprendre comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, on nourrit, il y a un marché de la contestation sociale avec Acrimed et tout ça, qu'on nourrit. C'est les partenaires sociaux d'aujourd'hui. On nous laisse tranquilles. Et c'est à partir du moment où on va sortir dans le cadre de la désobéissance civile ou dans d'autres formes de contestation moins respectueuses de l'ordre établi, que les choses vont commencer à se gâter comme ça se gâte avec les gilets jaunes. Mais il faudra bien, à un moment donné,
pas se mettre des obstacles en permanence devant la tête pour ne rien faire, parce que quand il y a le feu, il y a le feu. Oui, alors justement, hier, j'avais une discussion intéressante avec un militant pur et dur du NPA. Et je lui ai posé une question à un moment donné. Je lui ai dit, en 1971, à la création du Front National, le Front National faisait 1%. Le NPA était à peu près au même niveau. En 48 ans, le NPA ne l'a pratiquement plus, et le Front National, il est à 20%. Sur, comme il m'expliquait, des idées sur un programme avec des leaders fascistes, d'extrême droite, enfin bon, il m'employait des termes pas forcément bien en adéquation, mais enfin peu importe. Mais donc on voit bien que ce qui prospère aujourd'hui, c'est pas ces idées de solidarité, ces idées de combat social, c'est d'autres idées qui prospèrent. Mais non, c'est compliqué. Mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que la pensée, il y a une pensée unique. Vous savez qui a fait monter le Front National? Vous me le dites là. Dans la salle, vous dites qui a fait monter le Front National de 1% à 36. Tous ceux qui veulent contre lui au deuxième tour pour gagner. Qui c'est qui l'a dit? Tous ceux qui sont succédés. Ben oui, c'est Mitterrand. Mitterrand, personnellement, téléphonait aux chaînes avant les élections législatives de 1986, téléphonait aux chaînes de télévision pour que Jean-Marie Le Pen soit invité. Et après, du coup, ça l'a fait monter. Tout ça, c'est des opérations de type oligarchique. Et bien entendu qu'au contraire, le NPA, c'est l'ennemi à abattre. Le NPA, moi je suis passé avec Olivier Besancenot je ne sais combien de fois dans des émissions, et bien c'est pareil que moi, il n'a pas le droit à la parole. Alors lui, il est plus malin, il a été candidat à la présidence, donc il a plus d'aura que moi, ça se passe mieux pour lui. Mais franchement, ils sont laminés par les puissances oligarchiques. Et le Front National a été monté de toutes pièces. Et le Front National est toujours encore aujourd'hui monté de toutes pièces. Oui. Alors, Philippe et Pierre-Henri. Excuse-moi. Vous avez bien dit ce que je voulais vous dire notamment, à savoir que toute la contestation sociale, toutes les forces de contestation ont été écrabouillées et atomisées. Par conséquent, l'idée d'une grève générale, c'est une illusion complète. À mon sens, c'est une illusion complète. Ça ne peut venir que d'un effondrement du système financier, etc. Mais la grève générale, la contestation sociale. D'autre part, si le Front National est si puissant, il faudrait, comme je dis mon ex-député socialiste, il faudrait qu'il y ait eu en France un parti socialiste. S'il y avait eu un parti socialiste en France, le Front National n'existerait pas, même malgré les magouilles de Mitterrand. C'est tout, simplement. Il faudrait qu'il y ait un adversaire du système. Il n'y a pas d'adversaire du système. Et je voudrais terminer sur une autre observation. Le résultat des élections européennes ont clarifié la situation. On voit la sociologie réelle du macronisme. C'est d'abord choisi la droite. On a vu la carte, notamment la carte électorale du 16e, où c'est tout l'ouest parisien, la droite, qui a voté massivement Macron, parce que les cadeaux fiscaux qui ont été faits, tous les cadeaux fiscaux financiers qui ont été faits, et c'est le parti de l'ordre. Donc, c'est bien. Alors, c'est une réponse à votre camarade de droite, là. Oui. Quand vous posiez la question sur la sociologie de Macron, finalement, cette sociologie est mouvante. Et là, avec les élections européennes, Philippe a raison de dire que ça s'est clarifié carrément à droite. Là, je ne suis pas d'accord. La petite bourgeoisie de droite, la petite bourgeoisie de gauche, vote Macron. Ah oui, bien sûr. Mais Macron, il a réunifié les deux variables, les deux tendances de la bourgeoisie, c'est de droite et de gauche. Voilà. Et je voudrais dire une chose, vous avez parlé du NPA, mais on sait bien depuis longtemps qu'on ne peut pas compter sur les forces d'extrême gauche. La seule chose qu'ils savent, c'est de casser, depuis les années 2000, ils ont cassé le mouvement alterno-mondialiste, ils ont réussi à casser, avec la complicité, l'ego surdimensionné du patron, la LFI, ils vont casser définitivement la LFI. On ne peut pas compter sur le NPA et toutes les formations d'extrême gauche. Ce sont, comme le dit quelqu'un que vous estimez bien, qu'on a reçu ici, de Nicolas, c'est la gauche au service du capital. C'est tout. Le NPA, c'est terminé. C'est plus rien. On peut compter sur eux. Pierre-Henri et après
Tout à l'heure, vous avez évoqué le Front National et notamment ses votes au Parlement européen qui vont dans le sens de l'oligarchie. Est-ce que c'est quelque chose de stratégique? Est-ce que le Front National ne fait pas des appels du pied pour qu'un jour, mettons, si Emmanuel Macron, pour une raison ou pour une autre, est dans une situation désespérée, espérer que l'oligarchie trouve son salut dans le Rassemblement national? Est-ce que c'est un scénario qui est possible? Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai cru dire. Mais voilà, je ne l'ai pas dit de façon suffisamment claire. Donc voilà. Donc ça, à cela, je dis oui, absolument. C'est pas simplement pour faire gagner Macron. Il y a une autre idée derrière, c'est peut-être de pouvoir utiliser voilà. ce marchepied. Voilà, exactement. Je voudrais juste revenir un petit peu au contexte national récent. On a eu les élections européennes, alors parlons pas de l'Europe, mais il y a quand même une remontée des Verts qui est quand même assez surprenante, et surtout il y a une mobilisation électorale auquel on ne s'attendait pas, personne ne s'attendait. Est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur de ce que vous appelez comme une sorte de sursaut, où les gens vont quand même comprendre que d'aller voter intelligemment, c'est pas avec ses pieds qu'on le fait, quoi? Ouais. Oui, ça va pas si fois, pourtant. Oui, enfin, on ne peut que se réjouir, mais en même temps, moi, les élections, enfin, j'ai du mal à me réjouir, même quand ça va dans le bon sens, des élections, parce que c'est quand il y a quand même tant de pourcents d'abstention, et puis surtout, il y a 9 millions de mal inscrits. Donc, donc, si vous voulez, au total, quand on regarde les choses, le Front National n'a que 10% des inscrits. Hein, Macron aussi. Et Macron aussi. Et si je rajoute les 9 millions de mal inscrits, je n'ai pas fait le calcul. Donc, tout ça, on l'a fait pour Macron. Mais non, c'est du cinéma, c'est les élections. Moi, je vote parce que je suis né en 46, que je ne sais pas comment dire, je suis incapable de ne pas voter. S'il n'y a personne qui m'intéresse, je vote blanc, mais je me déplace tout le temps. Je ne fais même pas comme les consignes que vous donnez de boycott. C'est pour les Européennes. Oui, je me déplace, mais c'est vraiment le piège à con. Ça, je suis d'accord avec ce mot d'ordre. Chers amis, une ultime question, parce que les cuisines nous font signe que tout va être mauvais. J'avais une question. En fait, je voulais rebondir sur le NPA que vous évoquiez. Je ne voulais pas m'avancer sur la France insoumise dont les causes de la chute sont à mon avis multiples, en sachant que Jean-Luc Mélenchon était clairement et toujours sur une ligne très jacobino-républicaine, laïque et universaliste. Mais pour le NPA, quand même, est-ce qu'il n'y a pas à la base, est-ce que le NPA ne s'est pas lui-même tiré une balle dans le pied en abandonnant quand même beaucoup, à mon sens, la lutte des classes au profit d'une vision très catégorialiste, oui, très communautariste? Le NPA parle-t-il vraiment encore des ouvriers? Il y a eu pas mal d'enquêtes en ce sens. Alors pour Hello, c'est pas du tout le cas, mais pour le NPA quand même, il me semble que le curseur n'est plus vraiment sur le social, mais plus sur le sociétal, sur des catégories de gens et non pas sur une vision universaliste au sens large du peuple français. Alors vous voyez, je ne sais pas, parce que je n'ai pas suffisamment de culture politique, je ne pourrais pas dire ça du NPA, mais à défaut de bien le connaître, hein, parce que pour moi, NPA et lutte ouvrière, c'est lutte des classes. Nous, les militants, ils nous accueillent aussi bien au NPA qu'à lutte ouvrière, qu'au Parti communiste, qu'à la France insoumise. Hein. J'ai critiqué Jean-Luc Mélenchon, mais pas les militants de la France insoumise. Et pour le NPA, peut-être que vous avez raison. Ça, je ne peux pas dire. Je suis pas. C'est pas parce que je passe à côté d'Olivier Besancenot parce qu'on s'aime que je suis une spécialiste du NPA. Donc, si j'ai fait une intervention dans ce sens, mais je crois pas. C'est plutôt. C'est vous qui avez commencé. C'est ma faute. Mais enfin, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose de très juste dans ce que vous dites, que je lis dans les journaux, mais je ne peux pas, moi, me prononcer comme ça. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Merci, mon nos amitiés à Michel. Oui. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet qui n'est pas tellement éloigné de nos préoccupations d'aujourd'hui. C'est le naufrage de la noblesse
au XVIIIe siècle. Ah, super. Comment une élite réelle ou supposée s'effondre. Et puis ça, il y a la Révolution française. On accueille Sadi El Hadj, jeune historien qui a déjà écrit 2 ou 3 livres, jeune historien brillant que nous allons découvrir donc la semaine prochaine. Dans 15 jours, c'est toujours en relation avec nos préoccupations du moment. Jacques Sapir, sujet « Qu'est-ce qu'une stratégie politique ?» Voilà, donc on continuera nos réflexions dans ce domaine. Merci beaucoup.